Si l'amoureux, dit Pascal, n'aime jamais que des qualités empruntées, le jaloux ne déteste jamais que des vices imaginaires. De quoi est-il jaloux? Du passé d'abord, ce fantôme en chef. De l'autre qu'elle aimait, des joies qui le précèdent et de l'ombre tenace qu'elle jette sur l'histoire qu'il voudrait vierge. Il est jaloux aussi de l'amant sans visage, du nouveau venu avec qui, peut-être, elle aimerait partir, de l'homme aux yeux de qui l'épouse ordinaire est une reine. Le jaloux est jumeau de l'impuissant qui jouit de regarder sa femme couchée avec un autre. Interdire à l'autre d'être aimé ou bien l'offrir en pâture, c'est la même rancœur. Dans les deux situations, le désir s'accroît du désir qu'elle inspire. Prenant son cas pour une généralité, le jaloux voudrait que personne n'aime sa femme. Plutôt Henri Miller. Une femme, si elle est capable de susciter l'amour chez un homme, doit pouvoir l'inspirer à d'autres. Aimer ou être aimé n'est pas un crime. Ce qui est vraiment criminel, c'est d'amener un être à croire qu'il est le seul qu'on puisse jamais aimer. Le jaloux a la passion de l'irréel, de ce qui n'est plus, de ce qui sera, voire de ce qui peut être. Il pollue l'ici et le maintenant par l'ailleurs et l'autrefois, et il accomplit, ce faisant, le double tour de force de se rendre haïssable la personne qu'il aime et douloureux les plaisirs qu'elle lui procure. C'est ainsi que la jalousie pourrit l'amour, en l'endeuillant d'emblée, comme Swann qui, raconte Proust, en arrivait à regretter chaque plaisir qu'il goûtait près d'Odette, chaque caresse inventée et dont il avait eu l'imprudence de lui signaler la douceur, chaque grâce qu'il découvrait, car il savait qu'un instant après, elles allaient enrichir d'instruments nouveaux son supplice. On dit du jaloux qu'il est indiscret. C'est pire. En dépit des apparences, le jaloux ne veut pas de preuves, le jaloux ne veut pas savoir. La fureur suppose le mystère. Peu importe au jaloux la culpabilité d'Odette et l'innocence de Desdémone, puisqu'elles sont l'une et l'autre coupables par définition. La jalousie n'exige pas plus l'infidélité réelle que l'hypocondrie n'a besoin de maladie. Tel le fermier de la fable à qui une fée promet d'accorder tout ce qu'il souhaite sous réserve que son voisin obtienne le double et qui, passé une nuit de réflexion, exige finalement pour toute requête qu'on lui crève un œil, le jaloux cherche moins à posséder sa victime qu'à la priver de ce qu'elle a. Ce qui existe étant nécessairement moins douloureux que ce qu'il imagine, la preuve qu'il est cocu ne saurait avoir, aux yeux du jaloux, la saveur de la suspicion. Comme l'ufologue brouille délibérément les photos d'ovnis pour leur donner le grain de l'amateurisme, l'effet de réel induit par une image floue et mal cadrée, le jaloux est convaincu de l'infidélité de sa femme, à condition qu'on ne la lui prouve pas. Il a beau se déguiser en inquisiteur, jaloux s'arrête au pied des évidences, juste avant de savoir. Plus le motif est mince et les preuves ténues, plus la jalousie est violente. Jaloux pardonne plus volontiers l'adultère qui lui donne raison que l'innocence où il voit une preuve irréfragable de la duplicité. À mesure que Swann découvre les trahisons d'Odette, il cesse d'en souffrir, son tourment, dit Proust, avait perdu de son acuité en perdant de son vague. La représentation claire et distincte de l'infidélité est moins douloureuse, c'est-à-dire moins désirable, que l'imagination débridée du jaloux qui, faute de certitude, hallucine, pour son plus grand plaisir, les voluptés insoutenables dont il est exclu. Ne pouvant épuiser l'infinité des possibles qu'elle invente, dit Nicolas Grimaldi, c'est comme inépuisable que la jalousie se représente la sensualité de la femme entièrement recréée. Telle une présomption de culpabilité qui refuse d'être démentie mais redoute d'être avérée, la jalousie condamne au détriment du doute. Son but n'est pas de savoir mais de soupçonner, de dévorer, de réduire l'autre à néant. Sa fonction n'est pas de protéger l'amour, mais de le détruire. L'essentiel est de souffrir et, entre deux mots, de choisir le pire. C'est le délice du malheureux. De là l'écart entre l'insignifiance de la personne qu'on veut aimer et l'immensité du drame qu'elle suscite. Plus le jaloux perd la tête, moins l'autre a de visage. Qu'il s'agisse d'Odette, la cocotte que Swann pourchasse sans pourtant qu'elle s'en aille, ou d'Albertine, la jeune fille en fleurs que le narrateur séquestre tout en gardant ses distances, les femmes de Proust sont, dit-il, des néants, des êtres de fuite, dont la présence ennuie, que leur absence désespère, et dont la liberté ravage leur despote ambivalent. Le narrateur dépérit quand elles sont là, mais ne vit plus quand elles s'en vont, et s'il fait de longues phrases en quittant une femme, c'est pour retarder le moment de la voir s'en aller. Platon raconte, après Pythagore, que la philosophie n'est pas la sagesse, mais une quête indéfinie qui s'échoue, dans le meilleur des cas, au seuil même de la connaissance. Proust, écrivain métaphysique par excellence, déclare à ce titre qu'on n'aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible. Si l'homme ne connaît son bonheur que rétrospectivement, quand le bonheur défunt, tel un papillon fatigué de voler, se rappelle à la mémoire comme ce qu'on a connu de meilleur, alors la leçon de l'amour et de son cancer jaloux est que l'autre, parce qu'il accède à l'infini, témoigne dans son altérité de ma propre impuissance, et qu'enfin la vie, ce drame, ne se répare que dans l'écriture où, à défaut de savoir quoi que ce soit, on a quand même le fin mot de l'histoire. Ceci était la chronique Jalousie,
du livre L'endroit du décor de Raphaël Enthoven, que je vous conseille absolument comme absolument tous ses livres. Et comme vous avez compris, aujourd'hui on va parler de la jalousie. En fait, la jalousie, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est un sentiment que je n'éprouve pas, que je n'ai pas éprouvé depuis longtemps, et quand je l'éprouve, de toute façon, ça ne dure jamais très longtemps, parce que pour moi, non seulement, donc voilà, c'est quelque chose que je n'éprouve pas, fondamentalement, mais en plus, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi les autres étaient jaloux, et donc de comprendre logiquement pourquoi on pourrait être jaloux, pour moi, ce sentiment n'a aucun sens, mais vraiment illogique. Non seulement il n'a pas de résonance en moi, je ne le ressens pas, donc pas affectivement, mais je ne le comprends même pas intellectuellement. Et dans ce texte, pour revenir à ce texte, quand Enthoven écrit « Le jaloux a la passion de l'irréel, donc de ce qui n'est plus, de ce qui sera, voire de ce qui peut être, il pollue l'ici et le maintenant par l'ailleurs et l'autrefois, et il accomplit, ce faisant, le double tour de force de se rendre haïssable à la personne qu'il aime, et douloureux les plaisirs qu'elle lui procure. » Et ça, c'est exactement Alceste dans Le Misanthrope avec Célimène, le Misanthrope de Molière. Il torture pendant des scènes entières Célimène, la femme qu'il aime, avec sa jalousie au départ, de toute façon injustifiée, parce qu'il est jaloux avant d'avoir des preuves. Et en fait, chaque caresse de Célimène est pour lui une torture, puisque c'est vraiment une maladie. Et première chose, je ne comprends pas déjà pourquoi les gens sont jaloux, puisque c'est terrible. Donc effectivement, Enthoven parle du délice du malheureux. Mais il faut quand même être masochiste, du coup, pour être jaloux. Je ne comprends pas, puisque déjà ce n'est pas agréable, ce n'est pas un sentiment agréable. Donc je ne comprends pas pourquoi on voudrait être jaloux. Même si, bien sûr, je sais qu'on ne veut pas être jaloux, on est jaloux. Mais voilà, déjà, je ne comprends pas ça. Et ensuite, on va s'écarter du texte un moment. En fait, que les motifs soient fondés ou non, en fait, la jalousie est la passion de l'imagination par excellence. C'est-à-dire que les motifs soient fondés ou non, la jalousie peut s'exercer, et elle est plus souvent infondée que fondée, puisqu'elle croit voir des indices et des preuves partout. Et en cela, la jalousie s'oppose complètement à la raison objective. D'où la phrase de Guitry, même si la mauvaise foi s'y mêle, il est cocu, et c'est pour ça que je le trompe. En fait, la jalousie n'est pas une conséquence, mais une cause, et donc elle est totalement irrationnelle. Dans la conversation de 1686, troisième des conversations morales contenues dans le second tome donné à la publication par Mademoiselle de Scudéry, la jalousie est accusée de, donc je cite, « renverser la raison déjà affaiblie par l'amour, de pervertir même les sens et de causer des illusions chimériques. » Il y est encore écrit « Un véritable jaloux ne voit ni n'entend les choses comme elles sont, et renversant l'ordre de la nature, qui fait souvent que les sens séduisent l'imagination, la jalousie fait au contraire que l'imagination séduit les sens, et les bizarres effets qu'elle produit quelquefois tiennent plus de l'enchantement que du dérèglement d'une passion violente. » Il faut absolument bien entendre cette phrase. Dans l'ordre de la nature, qui fait souvent que les sens séduisent l'imagination, la jalousie fait au contraire que l'imagination séduit les sens, c'est-à-dire que l'imagination produit les perceptions, au lieu que la perception produise l'imagination. Ça inverse tout et c'est complètement irrationnel. D'où les bizarres effets qu'elle produit quelquefois tiennent plus de l'enchantement, c'est-à-dire des illusions chimériques, de l'imagination, de la pensée magique, qu'il y aurait une raison d'être jaloux, que du dérèglement d'une passion violente. La jalousie est vraiment un problème en soi totalement irrationnel. Déjà, pour ça, je le comprends pas. Et d'ailleurs, avec Alceste, il y a pour moi dans le Misanthrope un vers qui est flagrant, qui décrit vraiment de manière fracassante le caractère d'Alceste. À un moment donné, Philinte, donc son ami, qui est tout le contraire, c'est-à-dire calme, posé, qui accepte les hommes comme ils sont, qui n'est pas misanthrope, philanthrope plutôt, eh bien, il lui dit, en parlant de Célimène, vous croyez être donc aimé d'elle? Alceste lui répond, oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Et c'est dingue comme réponse. C'est-à-dire qu'il l'aime, c'est en fait un gros problème d'ego, parce que ça veut dire que s'il l'aime, c'est parce qu'il sait ou qu'il croit qu'elle l'aime. Donc en fait, s'il ne l'aime, visiblement, c'est uniquement parce qu'elle l'aime. C'est complètement égocentrique. Et ensuite,
personnellement, j'ai souvent réfléchi à la jalousie, donc, parce que aussitôt que me prenait le souhait d'être une autre personne pour vivre ou avoir les mêmes choses qu'elle, je m'imaginais tout ce que je perdrais si je n'étais plus moi, du coup, donc, c'est-à-dire ma famille, mes amis, mon caractère, mon physique moyen mais qui me correspond parfaitement, bref, mon identité, en fait, évidemment, et mon sentiment disparaissait aussitôt. Finalement, non, je préfère être moi, puisqu'en fait, moi, c'est pas que j'adore la personne que je suis, c'est que moi, c'est mon identité. Je ne peux pas me perdre moi. Je ne peux pas me penser en dehors de moi. Je ne peux pas être jalouse de quelqu'un, puisque vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi pour moi c'est impensable. C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir être quelqu'un d'autre, puisque si j'étais quelqu'un d'autre, je ne serais plus moi et je ne pourrais plus jalouser. Donc pour moi, cette jalousie-là me paraît inconcevable. Ensuite, je pourrais être jalouse de certaines particularités d'une personne sans vouloir prendre sa place. L'exemple habituel, imaginons que j'aime quelqu'un qui m'a quitté pour une autre et que je souhaite obtenir à la place de l'autre l'amour de ce quelqu'un. Je ne voudrais pas être avec une personne qui ne m'aime plus, ça n'a aucun intérêt. Je ne peux pas être jalouse de cet amour parce que la seule façon de l'obtenir serait de devenir celle que je jalouse. L'amour qui existe entre les deux personnes, la nouvelle amie de mon ex par exemple, et lui, ce n'est pas du tout le même amour que j'aurais avec lui. Je ne peux pas être jalouse de cet amour-là. Et donc, la seule façon d'obtenir cet amour serait de devenir celle que je jalouse, et ainsi je perdrais mon identité, donc ma jalousie n'a plus aucun sens. En fait, on ne peut pas être jaloux parce qu'on n'est pas les autres. Mais même cette phrase est absurde, parce que si on était les autres, tout ce qui nous constitue disparaîtrait. Nous ne pourrions pas nous réjouir d'obtenir ce qu'un autre possède, puisque nous serions cet autre. Le nous n'existerait plus. Et nous pourrions, avec cette nouvelle identité, recommencer à jalouser des choses différentes. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'on ne peut pas obtenir ce qu'une autre personne a, donc à partir du moment où ce qu'on désire ne peut pas s'obtenir en étant soi-même, mais à ce moment-là, il n'y a qu'une raison d'être jaloux, il suffit de faire en sorte que ce qu'on veut arrive. Mais je trouve qu'on ne peut pas donc obtenir ce qu'une autre personne a sans devenir cette personne, sans faire disparaître sa personnalité qui jalousait. Voilà pourquoi la jalousie est insensée. Pour moi, tous les arguments logiques la battent à plat de couture. Et donc en plus, comme je disais, c'est désagréable et on ne peut jamais la combler. Donc je comprends rien vraiment à la jalousie. Les jaloux maladifs doivent avoir, je pense, un sérieux problème d'ego. Et j'en ai parlé à Amélie Nothomb justement dans une lettre, et elle me répondait « J'ai été jalousée plus qu'à mon tour depuis mon succès littéraire, et combien de fois ai-je pensé ceci ? Je comprends qu'on envie ce qui m'arrive, mais sait-on qu'on ne peut pas détacher cette belle aventure de mon destin tout entier et que celui-ci n'est pas que délicieux ?» Et c'est totalement ça. C'est-à-dire, Amélie Nothomb est beaucoup jalousée puisque c'est une écrivain à succès, mais effectivement, on ne peut pas détacher cette aventure de son destin tout entier. Ça n'a aucun sens de jalouser ce qu'a une personne, puisque ce qu'a une personne, ça rentre complètement et de manière dépendante dans toute sa vie, tout son destin, tout son parcours. Et en plus, effectivement, tout ce destin n'est pas que délicieux. Mais moi, j'irais même au-delà de ça, même si ce destin était parfait, on ne peut pas jalouser, donc déjà rationnellement quelque chose, mais en plus, ça voudrait dire qu'on ne serait plus soi. Faut-il vraiment se détester ou, je ne sais pas, trouver sa vie, sa personne horrible pour vouloir être quelqu'un d'autre? Puisque on perd quand même... Essayez de vous dire que vous n'êtes plus. C'est-à-dire, toutes vos pensées, justement, qui voulaient être quelqu'un d'autre, vous n'existeriez plus. Si vous êtes quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus vous. C'est quand même terrible, l'identité, c'est quand même fondamental, et voilà, de perdre ça, c'est quand même, c'est aussi, pour moi, c'est aussi, en fait, c'est là que peut-être j'ai un défaut, mais c'est ce qui me rend pas jalouse. C'est aussi horrible de se dire qu'un jour, on va mourir et que notre conscience va disparaître. C'est la mort, en fait, d'être quelqu'un d'autre, puisque c'est la mort de soi. Et, bizarrement, j'ai moins de peine à me dire que bientôt, j'espère pas, un jour ma conscience va disparaître, je n'existerai plus, mais plus du tout, plutôt que de me dire je n'existerai plus et je serai quelqu'un d'autre. Mais déjà c'est impossible, mais je préfère mourir, moi, et de rester moi en mourant, plutôt que de disparaître comme si je n'avais pas existé et d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'effacer, de jalouser quelqu'un d'autre, ça voudrait dire effacer complètement notre être. Pas seulement on existe puis on meurt et on peut exister dans le souvenir des autres et quand même dans l'empreinte qu'on a laissée sur la terre,
Non, ça voudrait dire je ne veux pas exister, je veux être cette personne. C'est même plus de la mort, c'est supprimation, ça n'existe pas, mais c'est une suppression, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une suppression, un effacement total et définitif. Voilà, j'espère que vous aurez un peu compris ce que je voulais dire et pourquoi la jalousie me paraît insensée, en plus d'être absolument désagréable. Je vous dis à bientôt. Normalement, je vous verrai sûrement pour le prochain, un livre que j'ai lu, le premier livre de Raphaël Enthoven, en fait, qui m'a vraiment bouleversée, ou un livre d'Eric Emmanuel Schmitt. En tout cas, je pense que la prochaine vidéo sera sur des lectures. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut!